tout de même, tu vas mettre un pantalon. Et enfin, C'est pas parce qu'il fait chaud. Enfin. il me voit pas. Mais c'est pas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer quoi? Tu mets un pantalon. Mais pourquoi il me voit pas? Je te dis, on voit que le haut. Mais écoute, il faut tout prévoir. On ne sait jamais. On s'en fout. Oh, tu exagères. Non mais c'est pas vrai, c'est pas Oh possible. non. C'est l'été quand même. Mais là, alors tu vois. Oh putain. T'as touché la caméra? Mais j'ai mis en route. Ah bah bravo. Ah bah Tu m'as dit que tu étais prêt. oui, je suis prêt, mais... Eh ben, moi j'ai tout mis. Oh. Bah voilà, maintenant toute la France m'a vu en caleçon. Et même l'international. Non mais je rêve. Moi je veux pas. Bah au moins j'ai pas un slip kangourou. Attends, de Thierry Lhermitte là, tu sais, dans le film. Bon, stop. C'est des bons êtres. Bravo, hein, je te félicite. Bon, remarque, t'es à l'aise. Excusez-moi, c'est l'été. J'étais pas tout nu. Bon. Amis du soir, bonsoir. C'est malin. T'aurais pu me le dire que t'avais allumé la caméra. Mais tu m'as dit que tu étais prêt. Moi, je t'ai vu partir t'habiller. Et puis voilà. Non mais bravo. Oh, c'est pas grave. Non mais allô. Écoute, tu verras que t'as des belles jambes. Bon, alors, c'est l'été, je vous demande pardon. Hein, bon, c'était pas Le jour indécent. de ton anniversaire en plus. Dis-toi. C'est un beau cadeau. Hein. Bon, allez. Soyons sérieux. La capsule du jour est tristement sérieuse. Beaucoup de recherches. Je termine véritablement toujours véritablement, les dernières corrections pour Pandora avant d'envoyer à l'éditeur. Et puis, enfin l'éditeur Amazon. Je ne vais pas encore réexpliquer pourquoi je travaille avec Amazon. Je l'ai déjà expliqué dans une capsule. Si les gens se sentent pas capables d'acheter sur Amazon pour X raisons, eh ben, il ne faut plus boire de Coca-Cola, il ne faut plus acheter des ordinateurs Apple, il ne faut pas acheter du Microsoft, il ne faut pas se servir de Google, il faut se servir de rien. Ce sont des grands trusts et tous ces grands trusts fonctionnent exactement de la même façon les uns et les autres. Si vous saviez, toutes les entreprises alimentaires qui vendent du chocolat par exemple ou des céréales et qui appartiennent à Monsanto, parce que Monsanto a acheté toutes ces entreprises pour la plupart, comme ça ils pouvaient écouler leurs OGM, donc vous seriez très surpris. D'ailleurs j'ai mis une de ces listes dans Pandora 1, ça a dû augmenter, hein, parce que quand Monsanto a soi-disant vendu à Bayer, elle lui a surtout refilé le bébé, et c'est actuellement Bayer qui paye les pots cassés de Monsanto. Puis vous verrez que plus tard, mais ça je l'avais déjà expliqué dans une capsule, vous verrez que Monsanto va racheter Bayer après. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises américaines. Pour ceux qui connaissent l'économie et les banques, ils savent très bien comment ça fonctionne. Allez, on va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet. Oui, donc je reprends ce que je disais précédemment. Si vous ne vous sentez pas capable d'acheter mes livres sur Amazon, eh bien tant pis, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas bénéficier de toutes ces informations parce que c'est publié là-dessus. Ensuite, il y a tout un travail aussi à faire de connaissance sur le rôle des éditeurs actuels. C'est pas très facile pour eux, mais c'est encore moins facile pour les auteurs qui touchent... et encore quand ils sont chanceux, 1 euro par ouvrage vendu, déjà. Ensuite, ils sont liés à des contrats très stricts, ils n'ont pas le droit de dire ci, ils n'ont pas le droit de dire ça. Si ça ne plaît pas à l'éditeur, il a le droit de supprimer des passages, il a le droit de supprimer également des paragraphes, donc, ou des chapitres, si ça lui déplaît. Donc à partir de là, il n'y a plus de liberté d'édition. Ensuite, l'auteur il est tenu à avoir un discours qui correspond à la politique de la maison. Il n'a pas le droit non plus de déroger à cela, parce que quelque part il appartient à l'éditeur. Eh bien, permettez-moi de refuser cela. Permettez-moi de garder ma liberté.
Et si je ne publiais pas sur Amazon, j'aurais très bien pu publier sur Apple, de la même façon, qui a aussi une politique d'édition numérique. Et est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Donc, faut savoir raison garder, il faut prendre et acheter des ouvrages quand on les trouve chez les éditeurs adéquats. Et puis tant pis, vous n'êtes pas obligé d'acheter le reste. Hein. Voilà, c'est la petite phrase du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie très grave. Très grave et assez peu connue. Alors elle est connue, bien sûr, mais elle l'est assez peu en matière médicale. C'est-à-dire que oui, on sait ce que c'est que la maladie de Lyme, mais encore aujourd'hui, on est assez peu capable de la soigner. Donc je vais vous parler, vous l'avez compris, de la maladie de Lyme. Donc je ne pourrai pas vous lire toute la conférence parce qu'elle est très très longue, évidemment. Et comme j'ai fait énormément de recherches, eh bien nous allons en parler. Et je pense que ça pourra aider, tout au moins, à comprendre ce que c'est que la maladie de Lyme, les conséquences de cette maladie, les risques, et surtout, ça pourra abonder dans le sens des malades, qui sont assez méprisés, parce que justement, le corps médical n'a pas encore trouvé les outils pour déterminer avec exactitude la maladie de Lyme, contrairement à ce qu'ils peuvent prétendre. Parce que moi, je vais vous parler de découvertes américaines récentes, parce que vous savez que je travaille uniquement sur des sources américaines, et vous allez comprendre le calvaire que vivent des milliers de Français et des milliers d'Américains et d'Européens et d'Allemands. Et la Terre commence à être victime progressivement de la maladie de Lyme. Donc il y a une quantité de maladies qui reviennent, nous le savons, qui reviennent avec les flux migratoires. C'est pas du tout du racisme, c'est un constat. Nous savons que la tuberculose est souvent apportée par des personnes originaires du Sub-Sahara, d'une part. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les autorités sanitaires ne font pas le travail comme faisaient les Américains à Ellis Island pendant près de 80 ans, à 100 ans, oui, je crois. Quand ils recevaient les migrants, tous les patients toutes les personnes migrantes qui étaient atteintes, diagnostiquées, étaient envoyées en quarantaine, soignées, et ensuite pouvaient entrer dans le pays. Et bien là, c'est pareil. Nous devons aider ces personnes qui viennent d'ailleurs à trouver des moyens pour les guérir avant de les lâcher dans la nature. Et on a l'exemple de la tuberculose qui est apportée par une partie des migrants, parce que pas tous ne l'ont. Mais comme c'est une maladie extrêmement contagieuse, elle peut contaminer très rapidement n'importe qui. Et ça a été le cas en Allemagne, où une paroisse a protégé un migrant érythréen, je crois. C'est pas du tout du racisme, hein, ce sont des faits. Et il avait la tuberculose, il n'a pas été soigné et il a contaminé 40 enfants. C'était l'année dernière. Ça peut arriver demain, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver n'importe quand. Quelqu'un qui a la tuberculose dans le métro parisien, par exemple, qui est bondé, peut contaminer toute une rame en toussant, tout simplement, ou même en respirant. Donc, notre devoir, c'est d'aider les gens qui souffrent, qui sont atteints, à les soigner. Or, il se trouve aussi que ceux qui sont atteints de tuberculose, en tous les cas venant de ces contrées éloignées où les gens ne sont pas soignés et vivent dans des conditions très difficiles, et on comprend d'ailleurs pourquoi ils migrent, eh bien ils sont aussi porteurs du VIH, il faut le savoir, qui baisse toutes les défenses immunitaires et donc qui pousse les personnes atteintes à développer des pathologies très graves. Tout ça, c'est pour la petite histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la maladie de Lyme? La maladie de Lyme, c'est une de ces maladies infectieuses, mystérieuses, d'origine bactérienne. Elle est assez peu connue des médecins ou simplement mise de côté, car ils n'ont jamais appris à la soigner efficacement, puisque c'est une maladie relativement indéfinissable, ayant de nombreuses causes difficilement identifiables et très semblables à d'autres pathologies. Bon, je vous rappelle que ce que je vous donne ici, je vous autorise évidemment à le diffuser,
si vous citez vos sources, bien sûr, mais pas comme le font certains membres de sectes, Coconut par exemple, qui va piquer le travail de tout le monde, et c'est ça que je ne supporte pas, et qui va se l'attribuer. Donc on ne s'attribue pas le travail d'un autre ou des autres, on cite ses sources, et comme ça on peut faire une chaîne de communication. Et imaginez que je dise des atrocités, des bêtises, et que cet imbécile les répète. Eh ben il passera pour un imbécile. Et après il dira, ah, mais c'est pas moi, c'est lui. Et là il dira, ah oui, c'est lui. Ben non. Et il peut dire le contraire de la même façon. Donc ça, c'est insupportable. C'est pour ça que je suis assez intolérant en ce domaine-là. Donc, je cite mes sources, utilisez ce travail, mais citez vos sources. Ok. C'est tout ce que je vous demande. Comme ça vous apportera quand même une caution scientifique. Parce que il est certain, quelqu'un me dit, ah, vous n'êtes pas le seul chercheur. Non, bien sûr. Mais heureusement, c'est un travail commun. Et c'est un travail que nous partageons. Mais si nous le partageons, il faut respecter ce que nous partageons et ce que nous avons pris acquis. C'est tout. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et les gens qui n'ont pas d'honnêteté intellectuelle, pour moi, sont des escrocs. Voilà, ça s'arrête là. Alors, maladie de Lyme, une de ces maladies infectieuses mystérieuses d'origine bactérienne, assez peu connue des médecins. Alors, ils la connaissent, bien sûr. Vous allez les voir et vous leur dites, oh oui, j'ai la maladie de Lyme. Ah oui, la maladie de Lyme. Mais est-ce qu'ils connaissent les effets et les conséquences ? C'est là où il y a un gros problème. Et souvent, ils sont assez peu nombreux à les connaître parce qu'ils ne s'en préoccupent pas. En fait, les médecins, par exemple, les jeunes médecins qui sortent des universités, ils ont été briefés, on leur a appris, on leur donne un catalogue de protocoles qui répondent à des pathologies. Or, ces catalogues de protocoles sont fournis par la sécurité sociale, qui est elle-même fournie par les laboratoires. Donc c'est là où vous comprenez que le travail du médecin aujourd'hui, c'est comme le travail d'un apothicaire. Allez, vous avez mal au poumon, bon, on va faire un test, vous avez une tuberculose, donc vous avez tel type d'antibiotique. Ok, là-dessus, ça va. Mais vous avez une maladie de Lyme, le protocole, par exemple, de l'entreprise Pfizer est tout à fait obsolète aujourd'hui. Donc ça correspond à rien. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à soigner ni à guérir leurs patients. Donc on va essayer d'expliquer tout cela. Et je ne critique pas les médecins, j'explique une situation qui est grave. Vous avez des médecins qui sont très informés et qui traitent de leur mieux, et quand ils sortent des cadres, eh bien, ils sont brimés. En revanche, vous avez des médecins qui restent carrément dans les cadres, qui font pas beaucoup de bons effets médicaux pour les patients, qui ne comprennent pas, qui ne mesurent pas la gravité, et c'est normal, il faut les comprendre. Ils ont 10 minutes par patient, ou aujourd'hui par client, c'est plutôt comme ça qu'on devrait le dire. Ils ont 10 minutes par client et au poste suivant. Ils n'ont pas le temps. Et c'est pas possible. Alors ils sont ponctionnés par l'État, qui leur prend 40 à 60% de leurs revenus. Alors eux sont obligés de faire du chiffre. En faisant du chiffre, ils oublient l'essentiel. Ils sont pris au piège. Donc quelque part, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Et vous avez très rarement des médecins qui prennent du temps avec leurs patients. Moi j'en connais certains. Cet homme qui m'a tout appris, qui est le docteur Jean Pellichy, la première séance avec son patient, c'est 4 heures. 4 heures. Parce qu'il fait le bilan total et après, il peut déterminer le diagnostic et traiter son patient. Avec grande intelligence et surtout grande finesse. Voilà, je reprends. Ça va, Louloute ? Oui, très bien. Quelque chose à ajouter ? Non, c'est très intéressant la maladie de Lyme. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et quand elle est détectée, ils ne savent pas nous soigner en fin de compte. Il y a tellement de... De deux ? Non, mais je veux dire de symptômes différents que les toubibs sont perdus. Sont perdus. Elle a mis un magnifique t-shirt aujourd'hui, tu veux pas le montrer ? Ah non, je peux pas. Bon, ok, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, maladie de Lyme, une maladie infectieuse mystérieuse d'origine bactérienne, est assez peu connue des médecins ou simplement mise de côté, car ils n'ont jamais appris à la soigner efficacement. Puisque c'est une maladie relativement indéfinissable, ayant de nombreuses causes difficilement identifiables et très semblables à d'autres pathologies.
Alors ça, c'est la gravité de la maladie de Lyme, c'est que elle se cache tellement bien dans le corps et surtout dans le système nerveux qu'elle déclenche des maladies et ensuite c'est tout le drame. La maladie de Lyme, en fait, quelque part, c'est le cheval de Troie de la médecine allopathique. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une maladie qui est à l'origine d'une quinzaine, vingtaine de pathologies. Vous pouvez avoir une pathologie cardiaque, vous pouvez avoir une pathologie articulaire, vous pouvez avoir une pathologie neurologique, vous pouvez avoir une quantité de pathologies qui vont être traitées. Alors vous allez chez le cardiologue, vous avez une maladie cardiaque, diagnostiquée, oui, elle est diagnostiquée maladie cardiaque, mais elle a été créée par Lyme. Et ça, le cardiologue ne le sait pas. Lui, il va se dire, bon, effectivement, votre cœur, il bat trop vite, il bat trop lentement, il y a un problème ici, un problème là, ok, je vais vous donner tel et tel médicament. Mais c'est pas ça qu'il faut, puisque c'est bactérien. Alors, si on résout le problème bactérien, eh bien, automatiquement, on va diminuer, voire supprimer les effets responsables de la maladie de Lyme. Mais pour ça, chaque spécialiste allopathique ne peut pas le savoir s'il n'est pas spécialisé, justement, dans cette maladie. C'est ça la gravité de la maladie de Lyme, et c'est pour ça que les patients sont furieux aujourd'hui, et on les comprend, parce qu'ils attendent à ce qu'on les soigne, et il n'y a pas de solution. On continue. La principale cause d'infestation de la maladie de Lyme est liée aux tiques. Vous savez, c'est les acariens, je crois que ce sont bien des acariens, qu'on trouve dans tous les espaces verts, dans les forêts, dans les sous-bois, dans les zones où il y a de l'eau, près des lacs. Il y en a toute l'année. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de croire qu'il y en a que l'été, c'est pas vrai. Il y en a toute l'année, même en hiver. J'avais suivi une émission sur un comment ça s'appelle, un aventurier qui faisait des courses de traîneau. Et il disait, en hiver, il fait des courses de traîneau dans la forêt avec ses chiens. Eh bien, ils partent, ils n'ont pas de tiques. Ils reviennent, ils ont des tiques. Donc, il y en a toute l'année. C'est un vrai cauchemar. Et d'autant plus pour les raisons que nous allons comprendre aujourd'hui. Alors, cette maladie est liée aux tiques et elle communique à leur hôte humain et animal, parce que les animaux peuvent également en mourir, des borrélies. Et les borrélies sont des bactéries qui circulent à travers le flux sanguin pour détruire avec minutie les organes et le système immunitaire. Alors ça, c'est très important. Ça détruit les organes, ça peut détruire le foie, le rein, ça diminue le cerveau, enfin ça diminue pas en taille, mais ça diminue les capacités cognitives, ça a énormément de possibilités de destruction. Ce sont ces borrélies. Et qui passent à travers le flux sanguin. Alors ça, je vous signale également que j'en avais parlé dans un de mes livres, que des chercheurs américains ont découvert dans le flux sanguin, par une prise de sang, une quantité de plus de 250 virus inconnus, qui sont dans le corps. Et ce qui m'a poussé à penser que le corps est une bibliothèque mémorielle des virus de toute l'espèce humaine. Ils sont en nous, de sorte que notre système immunitaire soit capable de réveiller cette immunité dès que, à la faveur de je ne sais quoi, d'un réveil du permafrost, c'est-à-dire qu'il y a une fonte des glaces et les virus remontent, comme le charbon, eh bien, on a des virus qui ne sont pas connus et qui pourraient sortir à ces faveurs-là, et qui permettrait peut-être au système immunitaire de se réveiller pour fabriquer les anticorps et les antigènes. Mais avec les vaccinations, c'est difficile puisqu'on détruit le système immunitaire. Donc, on est en train de détruire l'espèce humaine inévitablement. Et puis avec la maladie de Lyme, encore mieux. Alors, le principal signe d'identification de la contamination d'une tique, de la maladie de Lyme, c'est une rougeur au point de morsure. Alors, on le désigne également comme un érythème migrant. C'est une grosse... Alors, vous avez un petit point d'impact, une morsure, que vous sentez absolument pas parce que les tiques injectent en même temps, quand ils mordent, quand ils piquent,
ils injectent un produit qui va endormir la zone, donc vous ne savez même pas que vous êtes piqué. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec une grosse plaque rouge, un érythème migrant, qui va s'étendre selon les cas. Et c'est très facilement identifiable. Hein, vous voyez, vous aviez, en général, vous avez une piqûre de moustique, vous avez aussi une petite plaque rouge, mais là, c'est gros, c'est assez gros. C'est à peu près de cette taille-là, hein, en général, selon la réaction que vous allez faire. Vous pouvez faire aussi une réaction beaucoup plus forte. Donc ça, vous pouvez déjà vous dire, ah, là, j'ai été piqué, et on m'a, alors, piqué par les tiques, mais aussi par les fourmis, et aussi par les moustiques, et aussi par les tans, et par tous les animaux qui piquent et qui sont infectés par les borélies. Voilà, ça c'est très important. Et il y a d'autres choses, mais on va y venir. Alors, les effets peuvent se présenter sous forme de migraine. Alors après, avec cet érythème migrant, vous pouvez avoir de migraines très très fortes, des douleurs à la nuque, un petit peu comme des syndromes méningés. Vous ne pouvez pas courber la nuque, baisser la nuque, c'est une raideur derrière, et une douleur partout, tout autour. Donc céphalée, migraine. Vous pouvez également avoir des poussées de fièvre, des crises de fatigue qui vont se transformer plus tard en fatigue chronique, des sensations de marcher sur une planche à clous, ça c'est ce que j'ai eu. Parce que moi j'ai aussi la maladie de Lyme, je l'ai attrapée il y a une dizaine d'années. J'ai été piqué à l'intérieur de la cuisse alors que j'avais un pantalon et des chaussures. Je ne sais pas comment une bestiole est rentrée là-dedans. Et là, je l'ai senti. C'était pas un tic qui m'a piqué. J'en suis persuadé. J'avais le sentiment qu'on mettait une vis à l'intérieur de la cuisse. Et c'était extrêmement douloureux. Et après, j'ai eu tous les effets que vous voyez là, je les ai eus. Et je vous assure que j'ai failli crever. C'est l'argent colloïdal qui m'a sauvé la vie. Bon, on en parlera plus tard, je n'ai pas besoin de parler de moi, il y a d'autres gens qui souffrent au quotidien d'une façon très difficile. Alors, raideur de la nuque, symptômes méningés, douleurs articulaires, palpitations cardiaques, c'est ce que j'avais également. Tous ces symptômes seront amplifiés au cours du développement de la maladie, alors les uns après les autres souvent, pas tout en même temps. Chez le patient, dans un laps de temps soit court, dans mon cas ça a été très très rapide, hein, c'était dans les 24 heures, soit lointain, c'est-à-dire que parfois c'est une période d'incubation de 3 jours, d'une semaine, de 2 semaines, et même parfois de plusieurs années. Alors, plusieurs années, vous imaginez, la maladie de Lyme dort, tout d'un coup, à la faveur de quelque chose, elle se réveille, et là, vous tombez malade, vous ne savez pas pourquoi. Alors là, je vais vous donner le point de vue d'une pharmacienne américaine, Suzy Cohen, qui a étudié la maladie de Lyme à son niveau. Je vous donne son point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec ce qu'elle dit, mais c'est toujours important de confronter les points de vue. La plupart des personnes atteintes de la maladie de Lyme ont des chats et des chiens de compagnie. Mais cela se passe comme ça. Vos animaux domestiques vont dans la cour pour faire leurs besoins, dans la cour, dans le jardin. Et les tiques leur sautent dessus, surtout en mai et juin, qui est leur saison de reproduction. Mais toute période de l'année est possible. Votre animal amène ses tiques dans votre maison, puis vous vous blottissez contre votre animal parce que vous l'aimez, évidemment, vous lui faites des papouilles, et les tiques vous envahissent et se glissent sous vos vêtements. Ils sont minuscules, de la taille d'une graine de pavot, et vous ne saurez jamais que vous avez été mordu. Ils aiment toutes les parties de votre corps, mais particulièrement les zones les plus chaudes, comme les aisselles par exemple. Vous ne saurez peut-être jamais que vous avez été piqué. Parfois, la maladie de Lyme peut survenir à la suite d'une morsure de chien ou d'une morsure de chat. Quand je demande aux propriétaires d'animaux de compagnie au sujet de leurs animaux de compagnie, ils nient qu'ils ont été mordus à cause du grand amour qu'ils ont pour leurs animaux de compagnie, aussi délicieux soient-ils. Ce sont ces animaux de compagnie des taxitiques. Si vous êtes atteint de la maladie de Lyme, que votre animal de compagnie vous mordille à nouveau, vous êtes en train d'introduire de nouvelles co-infections ou de vous réonuculer, s'il vous plaît, avec davantage d'organismes de Lyme. Mais tais-toi. Je vais couper le son. Excusez-moi. Hop, en vibreur. Cela explique pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se rétablir, même sous traitement. Voilà, ça c'est le point de vue de cette pharmacienne, mais est-il exact, justifié? Chacun se fera son opinion sur le sujet, moi je dis qu'elle a en grande partie raison, mais il ne reflète pas nécessairement l'avis de l'auteur,
de cette conférence, et c'est justement l'enjeu de celle-ci, partager les points de vue pour offrir une perception d'un problème aussi vaste qu'il est complexe. On va essayer d'être le plus objectif possible. Alors, le docteur MacDonald, qui est lui un médecin grand spécialiste de la maladie de Lyme aux États-Unis, a découvert 2 agents pathogènes de type Borrelia, dont la B. burgdorferi, l'agent responsable de la maladie de Lyme, qui se développe à l'intérieur de vers nématodes parasites. C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est à l'intérieur de vers parasites nématodes que sont ces borrélies, que sont ces bactéries. Et ça se développe également dans ces œufs de vers ou de larves, et principalement dans le tissu cérébral. Il a fait cette découverte sur 19 patients décédés. Ces vers microscopiques sont des endosymbiontes, ce qui signifie que la bactérie Borrelia réside à l'intérieur des vers. Une morsure de tique libère le nématode dans le corps humain. Voilà ce que dit le docteur MacDonald. Et c'est une découverte quand même extrêmement importante de se rendre compte que ce sont des vers minuscules, microscopiques, qui vont se loger dans le cerveau et qui vont commencer leur organisation de destruction. Je vous rappelle également que de nombreuses tumeurs au cerveau, enfin diagnostiquées tumeurs au cerveau, certaines ne sont pas des tumeurs au cerveau, mais des infestations par un ver solitaire qui va se loger dans le cerveau et qui va se nourrir dans le cerveau et provoquer des migraines constantes et un hématome. Enfin, c'est assez sordide. Et on a trouvé aux États-Unis un moyen de soigner cela en injectant dans le cerveau du sérum physiologique qui va tuer ce ver. Donc, nous sommes peuplés, j'allais dire, de parasites, tout comme nos animaux de compagnie. Et ces parasites ont des conséquences à la fois bénéfiques dans certains cas, dans certaines maladies, et des effets extrêmement négatifs dans d'autres, comme c'est le cas de ces vers nématodes dans la maladie de Lyme. Alors les fourmis, les araignées, les moustiques et toutes sortes d'insectes peuvent communiquer cette maladie, et même l'homme. Ah ah, l'homme c'est pas un insecte? Non. Mais on va y venir. La bactérie responsable de la maladie de Lyme est donc la Borrelia burgdorferi, un type de bactérie appelée spirochète, ou spirochète, mais je pense que c'est spirochète. Le spirochète de Lyme est un cousin du Treponema palladium. Paladum, pardon. Paladum, je répète la question. Le Treponema pallidum. Pallidum, c'est pas palladium, c'est pas les chaussures. C'est marrant, elle est contente et se marie, il a des bêtises. Si t'as trop chaud, tu devrais mettre le ventilateur. Il commence. Il ferait du bruit. Oui, il est à côté du micro. Ah oui. Mais plutôt celui qui est dans le coin. Tu crois que ça va? Oui, je crois que ça va. Alors si vous entendez un petit vrombissement, pardonnez-nous, mais on commence à couler. On commence à fondre sur nous-mêmes. Oui, ça va, ça devrait pas être trop gênant. Donc, alors, le spirochète de Lyme est un cousin du Treponema pallidum, le spirochète responsable de la syphilis. Mais non, mais syphilis. Bon, le docteur Alan MacDonald affirme qu'il a trouvé l'ADN de la Borrelia dans le cerveau de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il en va de même avec la syphilis qui contamine également le cerveau des hommes atteints. Alors, vous vous souvenez, la syphilis, c'est quand même une maladie vénérienne, hein, qui s'est développée avec l'humanité. Presque tous nos grands artistes, peintres, musiciens et écrivains, Maupassant, je crois que Flaubert l'avait, je crois même que Manet l'a eu, enfin Casanova au XVIIIe siècle, il l'a eu 3 fois. Et il a été soigné, il a été trempé dans des tonneaux de mercure. On disait qu'on était guéri une fois que les dents et les cheveux étaient tombés. Après, il ne restait pas grand-chose. Donc, c'est une maladie terrible, mais qui semble être en correspondance avec la Borrelia également. En tous les cas, il y a du cousinage, on dira.
Alors, ce qui tente à penser que la maladie de Lyme peut être sexuellement transmissible. Alors là, ça fait mal. Ça fait très très mal parce que on a peur de se promener dans les bois à cause du grand méchant loup et de la maladie de Lyme. Mais peut-être que le grand méchant loup, il est dans votre lit, mesdames. Ou peut-être que, mesdames, c'est vous qui êtes en train de contaminer le grand méchant loup sans le savoir. Donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Alors, un autre médecin, le docteur Klinghardt, du Klinghardt Institute, spécialisé également en maladie de Lyme et qui développe des protocoles naturels pour tenter d'améliorer l'état des patients, a déclaré que tous ces patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques ont été testés positifs à la Borrelia. Alors cela sous-entend-il que la maladie de Lyme serait responsable de ces maladies neurodégénératives? C'est la question qu'on peut se poser. En tant que chercheur en sciences humaines, et suite aux nombreuses études sur ces maladies que j'ai pu consulter, aux facteurs neurodégénératifs de Lyme s'ajoutent d'autres facteurs aussi importants qui semblent déclencher ces maladies à la suite des vaccinations et de leurs adjuvants vaccinaux, mercure et aluminium. Ainsi, les deux causes pourraient largement concourir à créer les processus de développement des maladies neurodégénératives, sauf que Lyme est souvent écarté de l'équation pour de mystérieuses raisons. Mais comment expliquer que des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaques sont testés positifs à la Borrelia? Point d'interrogation. Ces maladies étaient réservées aux pollutions, aux métaux lourds, pollution atmosphérique, métaux lourds, à l'aluminium, aux chemtrails, aux vaccinations. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle donnée, un élément purement biologique, la Borrelia, elle-même transmise par des acariens et des insectes. Peut-être devrions-nous chercher le rapport historique entre Lyme et ces maladies dans le passé pour tenter de comprendre ce qui a pu modifier la nature pour rendre cette infection aussi toxique. Et plus on réfléchit à cela et plus on étudie, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Lelouch, je lui ai parlé de Paracels, qui est sans doute l'un des pères de la médecine moderne au XVIIe siècle, et qui disait que pour chaque maladie, sa cause et son remède. C'est-à-dire que si vous avez une maladie des marais, la solution pour guérir la maladie des marais, alors c'est à cause des moustiques et autres, eh bien c'est de se soigner avec un champignon particulier, ou une herbe, ou une algue. Donc, dans la nature, si on est piqué par une tique à un certain endroit, peut-être que, et ça c'est une piste que je lance aux chercheurs, peut-être que les chercheurs, les biologistes devraient faire des tests sur toutes les plantes, les écorces d'arbres, sur tout ça, si ça peut avoir une incidence sur les borrélies. Parce que si on en croit Paracels, sans doute. Et moi, je crois assez à ce type de médecine. Alors peut-être que vous avez trouvé ça complètement idiot, mais j'ai des exemples qui se sont vérifiés. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors cette bactérie, la Borrelia, est difficilement identifiable et les infections par les tiques ne sont pas facilement détectées par les tests de routine et ne sont pas davantage faciles à guérir avec des antibiotiques de courte durée. Parce que c'est le protocole, c'est les antibiotiques. Elle est extrêmement difficile à traiter en raison de ses capacités de changement de forme. Les antibiotiques classiques ne permettent souvent pas de la guérir ni à court terme, ni à long terme. Or, j'ai des exemples de personnes qui ont été obligées de prendre des antibiotiques sur 8 mois et qui ont été guéries, du moins le pense-t-il, peut-être que c'est le cas, et souhaitons-le. Alors la maladie de Lyme peut également se passer des parasites pour être transmise, comme à travers une transfusion sanguine. Aïe, ça va faire mal, ce qu'il a dit, Jean Brock. Mais je vous en apporte la preuve. C'est ça, faire des recherches. Et même un rapport sexuel. Donc, transfusion sanguine, rapport sexuel. Quid de la contamination? Le Haut Conseil de la Santé publique a réalisé une étude sur le sujet de la transmission à travers une transfusion. Alors le Haut Conseil de la Santé publique, Madame Buzyn le connaît bien, c'est le HCSP. C'est vraiment très officiel. Alors je cite, pour donner son avis, le HCSP, le Haut Conseil de la Santé publique, s'est appuyé sur le fait qu'aucun cas de maladie de Lyme contracté après une transfusion sanguine n'a été signalé à ce jour, ni à la suite d'une greffe d'organes.
Il pense également que les multiples précautions qui entourent le don de sang permettent de réduire le risque de transmission de la maladie de Lyme, fermez les guillemets. Ok, on va respecter cet avis. En revanche, le Haut Conseil de la santé publique en France n'est absolument pas parvenu à prouver le contraire, et comme nous commençons à être rodés à travers les publications officielles commanditées et tronquées, nous sommes en droit de douter d'une telle étude. Pourquoi nous en douterions? Eh bien tout simplement parce que l'OMS, dans une publication officielle, utilisation clinique du sang, déclare, alors j'ai un PDF qui sera livré avec cette conférence, mais pas après, quand j'aurai publié Pandora 7. D'autres infections rares sont transmissibles par transfusion. C'est l'OMS qui dit ça. Alors, le papillomavirus humain, B19. Quel est l'intérêt donc de se faire vacciner? La brucellose, le virus d'Epstein-Barr, la toxoplasmose, la mononucléose infectieuse, la maladie de Lyme. C'est déclaré par l'OMS. Donc, il y a une contradiction entre le Haut Conseil de la santé publique et cette déclaration de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, vous choisirez qui croire. Moi, je ne sais pas, c'est assez compliqué. Alors, qui croire? Si même des organismes officiels se contredisent. En 1990, le Pfizer Central Research, donc c'est Pfizer, laboratoire Pfizer, publiait un petit guide de la maladie de Lyme. Ouvrez les guillemets, la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est, comment ça se transmet, ce que ça vous fait, comment la détecter, comment la traiter, comment la prévenir. Le guide a été distribué au public et aux sénateurs, mais il est aujourd'hui, c'est aux États-Unis bien sûr, mais il est aujourd'hui totalement obsolète. Et il contient des informations trompeuses et incorrectes sur la maladie de Lyme, qui induisent évidemment des traitements proposés par le laboratoire en question. C'est très facile. Ils vont publier un petit guide, puis en même temps, ils déclarent, nous, on a la solution pour vous guérir. Mais, comme la maladie de Lyme est une maladie bactérienne multisystémique complexe, les symptômes énumérés dans la brochure décrivent à peine les combinaisons de symptômes qu'un patient atteint de la maladie de Lyme peut présenter chez un médecin. Donc c'est nettement insuffisant. Les symptômes peuvent présenter différentes combinaisons de symptômes et même difficiles à identifier. La brochure de Pfizer ne dit rien par exemple sur la fatigue accablante, ni sur les malaises récurrents qui font généralement partie des personnes atteintes par la maladie de Lyme, avec d'autres symptômes tels que des troubles oculaires que l'on peut retrouver également à travers la rougeole. Rien non plus sur la destruction du système immunitaire et ses effets dévastateurs que l'on retrouve également à travers les vaccinations obligatoires. On peut identifier la maladie de Lyme par une plaque de rougeur sur les points de morsure, comme on l'a dit, mais le guide Pfizer se contente d'affirmer, ouvrez les guillemets, cela peut commencer comme une éruption cutanée sur la peau et peut progresser à travers divers stades vers une maladie arthritique, cardiaque ou neurologique. C'est pourquoi ces effets rendent la maladie méconnaissable auprès des médecins qui traitent systématiquement les symptômes mais pas la cause, ce qui les pousse inévitablement à faire des erreurs de diagnostic car ils ne sont pas sensibilisés à la maladie de Lyme ni à ses effets dévastateurs. Donc on diagnostique et on soigne des problèmes cardiaques ou arthritiques alors que la cause n'est pas le cœur mais la maladie de Lyme. Alors peut-être vous-même avez-vous cette maladie sans le savoir? Ou l'avez-vous fait diagnostiquer après des dizaines de visites chez des médecins qui vous prenaient pour la plupart d'entre eux pour des hystériques, hypocondriaques, car les tests de la maladie de Lyme sont très imprécis, nous allons y venir, et souvent peu concluants ou indiquent de fausses données. À cet endroit, il me semble nécessaire de décrire un ou deux cas pour que chacun puisse prendre connaissance de la gravité de cette maladie qui passe bien trop souvent inaperçue et surtout qui est le plus souvent très mal diagnostiquée. Loulou, t'as un petit commentaire? Non, il y a beaucoup d'informations là. Alors on espère que ça va aider Oui. les personnes en souffrance. Tout à fait. Alors ce sont des exemples qui ont été publiés dans un... comment ça s'appelle en français?
lors d'une chambre, c'est une communication dans une communication officielle avec des médecins, des sénateurs aux États-Unis, et où des personnes atteintes ont été invitées à témoigner. Alors des fois c'est même des tribunaux, hein, mais pour qu'on fasse le point, mais là c'est pas le cas. C'est une discussion autour de la maladie de Lyme avec médecins, sénateurs pour qu'ils soient informés et qui votent des lois, et patients. Alors prenons l'exemple de mademoiselle Beth Agnello, qui a eu des symptômes similaires à ceux de la méningite en 1990. Depuis lors, elle a consulté au moins 30 médecins et a été mal diagnostiquée avec une polyarthrite rhumatoïde juvénile, un lupus érythémateux, excusez-moi, une fièvre méditerranéenne familiale, une ostéomyélite et une spondyarthropathie. Bess, alors ça c'est vraiment c'est affreux. Cet enfant a souffert le cauchemar, le martyre. Bess avait souffert de multiples épisodes d'arthrite quand, en novembre 1990, sa mère, qui est une professionnelle de santé, a lu dans un article du National Geographic que la maladie de Lyme peut souvent être confondue avec d'autres maladies. Les médecins de Beth lui ont fait passer 4 tests de dépistage de la maladie de Lyme et tous sont revenus positifs. Cependant, le diagnostic positif est arrivé trop tard. La maladie avait déjà commencé son processus de destruction. Bess a donc été traitée avec de la doxycycline durant un long moment, 30 mois, durant 30 mois, pardon. La doxycycline est un antibiotique qui est utilisé pour traiter des infections telles que les infections thoraciques, les infections cutanées, la rosacée, le paludisme, les infections dentaires et les infections sexuellement transmissibles, les IST, ainsi que de nombreuses autres infections rares. Cependant, Bess a rechuté à plusieurs reprises avec des épisodes d'arthrite, des problèmes osseux et des infections articulaires. En 1993, Bess a été diagnostiquée avec une fibromyalgie qui est secondaire à la maladie de Lyme. Actuellement, elle souffre de fièvres fréquentes, de maux de gorge, de tuméfaction des glandes, de maux de tête, d'irruptions cutanées, de bourdonnements d'oreilles et de douleurs musculaires articulaires. Bess manque souvent l'école à cause de sa pathologie diagnostiquée trop tard. Madame Agnello, sa maman, pense que les médecins devraient être capables d'identifier les cas possibles de Lyme dès qu'ils voient des patients. Cela signifie que les médecins dans divers domaines de spécialité devraient être tous familiarisés avec les symptômes de la maladie de Lyme. Il paraît donc nécessaire de favoriser l'éducation des médecins pour la reconnaissance clinique, ce qui développera davantage de chances de sauver les patients récemment atteints. Madame Agnello affirme également que les tests de Lyme ne sont pas fiables et que beaucoup produisent des tests négatifs ainsi que des tests positifs. De plus, il n'existe actuellement aucun test fiable à 100%. Alors, ça c'est surtout pour les personnes qui sont atteintes et qui ont vécu le cauchemar de cet enfant, qui le vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des pathologies et des douleurs articulaires insupportables et des phases de souffrance inouïes, et on les prend pour des fous ou des affabulateurs. Et ça, c'est très très grave de la part du corps médical. Ce que j'expliquais à Louloute, quand je lui décrivais le cas d'un patient ou une patiente qui va voir son médecin et qui se plaint de maux de tête, de raideur de la nuque, de problèmes articulaires. Alors, les médecins qui n'ont pas le temps, souvent vont diagnostiquer, c'est hypothétique hein, bien sûr, une hystérie, et donc ils vont dire bon, on va vous donner du magnésium, ce qui est nécessaire de toute façon, c'est indispensable, sans penser que c'est un problème plus grave, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à la maladie de Lyme. Or, quand on a une personne qui vient se plaindre de tous ces problèmes, et même de troubles psychologiques, hein, ce ne sont pas nécessairement des troubles psychosomatiques, non, au contraire, ce sont des troubles qui sont causés par la maladie de Lyme. Donc le magnésium c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc tous ces gens qui ont déjà vécu cela, hein, je vous en prie, vous allez témoigner à la suite de cette vidéo, vous êtes les bienvenus pour cela. Et pour la compléter, hein, bien sûr. Alors... Elle fait des dégâts quand même, cette maladie. Énormément, Ouais. et de plus en plus. Mais oui.
Alors, là j'ai un autre exemple. Madame Hardinger est infectée par la maladie de Lyme depuis 1981. Cette année-là, elle souffrait de problèmes de dos et un orthopédiste lui avait prescrit des exercices qui ont transformé son état en sciatique sévère. Ce qui montre là encore une fois que l'idée qu'on avait de la pathologie de cette personne était fausse et les exercices qu'on lui a fait faire ont accentué le mal. Au cours des années suivantes, tous ses muscles devinrent contractés, douloureux et faibles. La douleur était souvent si intense que cela la faisait hurler. Elle a consulté de nombreux médecins et même des neurologues au cours de cette période, mais elle n'a pu recevoir un diagnostic précis ou une quelconque aide de la médecine allopathique. Oui, parce qu'elle avait une série de symptômes, dans son cas, qui n'étaient pas identifiables. Pas identifiables si on ne fait pas les tests sanguins. Alors l'état de Madame Hardinger, ou Hardinger, s'est aggravé progressivement. Elle a souffert d'une fatigue chronique dès 1987, puis de maux de gorge, de maux de tête et de dépression. Étant elle-même thérapeute, vous voyez là, dans les deux cas, le parent, donc la maman de cette jeune fille, de Beth, elle appartenait au corps médical, et celle-là aussi. Donc ce ne sont pas des affabulateurs, ce sont des gens qui ont quand même un métier et qui sont habitués à cela, à la médecine et au traitement. Alors, comme elle était thérapeute, en toute logique, elle a pensé que ces symptômes pourraient être d'origine psychosomatique, bien que sa vie privée ne souffrait d'aucun nuage. Et elle ne pouvait pas comprendre son état de dépression. Le médecin, alors ça, elle a diagnostiqué sa dépression, mais elle a été incapable de diagnostiquer la cause de cette dépression. Le médecin qu'elle a consulté lui a confirmé qu'elle n'avait aucun problème psychologique. C'est quand même important, ça. Un autre examen médical l'a diagnostiqué avec une hépatite non spécifique. Elle a abandonné son emploi et après 6 semaines alitées, l'hépatite s'était atténuée. Elle a continué à voir le même médecin parce que c'est ça aussi la maladie de Lyme, c'est une maladie migrante. Ça veut dire qu'elle va déclencher un symptôme qui ressemble à une maladie comme l'hépatite, parce qu'il ne savait pas quel type d'hépatite et quelle était son origine. Et puis 6 semaines après, elle a sans doute changé son régime alimentaire, elle s'est couchée, son corps s'est réparé. Eh bien, la maladie de Lyme, elle est partie ailleurs. Elle a été réveillée autre chose. Donc elle a continué à voir le même médecin au cours de l'année suivante car elle souffrait de symptômes pseudo-grippaux. Un test de Lyme a rendu enfin un résultat négatif. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Vous voyez, c'est ça, toute l'aberration de la science allopathique dans certains cas, c'est que sa vérité n'en est pas une. Alors ils vont vous dire, mais je suis désolé, les tests nous disent que c'est comme ça. Eh bien, change de test. Et si tu changes de test, peut-être que tu auras un autre résultat. Donc là, on lui dit toujours que Lyme est négatif. Donc elle est perdue dans sa douleur. Elle ne sait pas quoi faire. Et vous, patients qui souffrez, vous avez certainement vécu la même chose. En tous les cas, un certain nombre d'entre vous. Enfin, son médecin lui a diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique et lui a dit de trouver un autre médecin qui pourrait l'aider. Donc le médecin, là, il déclare, mais écoutez madame, moi, je ne peux plus rien faire pour vous, je ne sais pas. Alors orientez-vous vers quelqu'un qui sait mieux que moi. C'est déjà sympa. Il ne va pas s'acharner en disant oui, je vais trouver, alors qu'il ne sait pas de quoi il parle. Donc ça, c'est mieux peut-être pour elle. Alors Madame Hardinger a trouvé un médecin spécialisé dans le traitement de la fatigue chronique qui lui a administré des doses d'antibiotiques pendant 10 jours. Bien qu'elle se soit sentie mieux pendant cette période, on lui a confirmé que son amélioration n'était pas liée à la prise d'antibiotiques parce qu'elle n'avait aucune infection bactérienne. Mais ça, c'est ce qu'il croit. Mais on sait que la maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne. Mais comme on ne sait pas qu'elle a la maladie de Lyme, donc on lui dit qu'elle n'a pas d'infection bactérienne. Et pourtant, elle en a une. Alors vous comprenez, cette médecine, c'est pas pour la critiquer, mais c'est pour expliquer son fonctionnement. Et son fonctionnement, parfois, est très aléatoire. À ce stade, elle a commencé à souffrir de problèmes neurologiques. Elle se sentait abandonnée par le corps médical, éprouvait des difficultés à comprendre les conversations qu'elle avait avec d'autres personnes, elle avait le souffle court et des palpitations cardiaques,
Son médecin lui a alors dit qu'elle souffrait d'hypoglycémie. Tu parles. Bref, je passe en commentaire. Alors que les tests de glycémie étaient négatifs pour sa condition. Après une année de problèmes de santé constants, Madame Hardinger a exigé d'être testée encore une fois pour la maladie de Lyme. Et le test, cette fois-ci, est ressorti positif. Alors comment on l'explique? Il est négatif il y a un an, il devient positif un an plus tard. Eh bien pourquoi? Eh bien parce que là, la maladie de Lyme, elle s'est vraiment répandue et on ne peut plus l'éviter. Alors qu'on aurait dû la tester plus tôt pour éviter toute cette souffrance. Plus souvent aussi peut-être. Oui, plus souvent. Or, la sécurité sociale et les sécurités sociales aux États-Unis, c'est pareil, n'autorisent pas ça. C'est-à-dire qu'on va vous faire un test, ça suffit. Un test, ça suffit. On a payé pour ça, c'est bon. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Alors, son médecin a consulté le docteur Wormser. C'est intéressant parce qu'il a le nom du ver. Hein. Le worm, c'est Wormser, le sort du verbe. Voilà. Je sais que ça traite. Un expert du New York Lyme Climb, c'est une clinique, à la clinique du Valhalla, c'est pas une blague. Le docteur Wormser a demandé à Madame Hardinger si son médecin ne l'avait pas soigné pour le traitement de la maladie de Lyme, car sa spécialité n'était pas à la hauteur de son cas. Cependant, son médecin a quand même décidé de la traiter et l'a mise sous traitement antibiotique oral pendant 6 semaines, au cours desquelles sa santé a décliné, puis on lui a fait des tests supplémentaires. Bon, je dois vous avouer également, j'en profite pour faire une parenthèse, que si on vous fait des traitements lourds en antibiotiques, ça détruit toute votre flore intestinale et votre système immunitaire, il ne travaille plus. Il est perdu. Je vous le signale. C'est pour ça que ces traitements lourds antibiotiques, c'est la réponse de la médecine allopathique, mais c'est vraisemblablement pas la réponse qu'il faut. Et on verra plus tard pourquoi. Après que son médecin l'a traitée durant 2 semaines avec des antibiotiques en intraveineuse, elle a ressenti une amélioration de son état. Puis le médecin de Madame Hardinger a interrompu le traitement et, 1 an plus tard, elle souffrait de problèmes neurologiques graves. Elle avait peu d'équilibre, de graves maux de tête, des difficultés à lire et à comprendre les discussions, des vertiges et des tremblements. Un neurologue lui a dit qu'elle n'était probablement pas atteinte de la maladie de Lyme et on lui a fait subir plus de tests pour la mettre à nouveau sous antibiotiques en intraveineuse pendant 3 semaines. Quand elle a senti une amélioration, là vous voyez, ça marche pas, c'est comme les essuie-glaces. Hein. C'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Elle a demandé une autre semaine de traitement et celle-ci lui a été refusée par la sécurité sociale américaine et par sa mutuelle en raison du protocole de l'AMA. Alors ça, c'est un organisme qui détermine les protocoles de soins à accorder par rapport aux maladies. C'est comme nous, on a la même chose. Sur le traitement de Lyme. Donc c'est complètement incohérent. En 1989, Madame Hardinger est devenue trop faible pour travailler et elle a poursuivi sa pratique de psychothérapie privée, son travail en tant que travailleuse sociale scolaire. Elle s'est retrouvée clouée au lit et a dormi 2 semaines d'affilée pendant une période durant laquelle son mari la réveillait pour la nourrir. C'est quand même pas normal qu'une personne qui est soignée avec autant d'antibiotiques se retrouve avec la maladie du sommeil. Elle avait pourtant pas été piquée par la mouche tsetse, parce qu'il n'y en a pas aux États-Unis, et c'est ce qu'elle avait. Elle s'est sentie abandonnée par son médecin qui lui a dit d'attendre 6 semaines avant tout autre traitement. Et bien qu'elle n'ait aucun antécédent psychologique, elle a commencé à souffrir d'attaques de panique et de dépression clinique en raison de la maladie de Lyme. Madame Hardinger a consulté le groupe de soutien pour la maladie de Lyme et a été dirigée vers un interniste qui avait l'habitude des patients de Lyme. Elle a donc été diagnostiquée avec une maladie de Lyme tardive. Et pendant les mois qui ont suivi, on lui a administré un médicament par voie orale et par voie intraveineuse, c'est-à-dire des antibiotiques, avec seulement une légère amélioration de son état. C'est un cauchemar, ce qu'a vécu cette dame, et je suis persuadé que ceux qui m'écoutent actuellement ont vécu, pour une grande part d'entre eux, le même cauchemar. Alors, elle a subi un traitement, ensuite un traitement en intraveineuse pendant 2 ans. Elle a connu une amélioration, alors intraveineuse en traitement, c'est des antibiotiques. Elle a connu une amélioration significative au cours de la première année, avec des rechutes dès qu'elle cessait son traitement.
Elle commence maintenant à travailler à nouveau. Madame Hardinger a eu du mal à assumer les frais de santé liés à sa maladie et son absence de travail a eu de graves répercussions sur sa vie familiale. La mutuelle de son mari était responsable de sa couverture. Cependant, elle a refusé de payer ce qu'on lui avait dit être un traitement bon gré mal gré. Madame Hardinger insiste pour que soit adoptée une loi pour obliger les assureurs, les entreprises à assumer le traitement de la maladie de Lyme, tel que, alors les entreprises c'est surtout les mutuelles, hein, tel que prescrit par le médecin aux patients. Elle ressent qu'il faut une application plus stricte pour les sociétés d'assurance invalidité et les entreprises pour qu'elles honorent leur contrat et pour que des sanctions soient imposées aux entreprises qui ne les honorent pas, c'est-à-dire les mutuelles. Elle demande également que des fonds soient investis dans la recherche sur le traitement de la maladie de Lyme tardive, ainsi que pour les cas dépistés précocement. Elle affirme que les soi-disant experts de Yale, de New York, du Medical College, de Stony Brook, sont à des années derrière des médecins qui ont traité les patients atteints de la maladie de Lyme dans leur compréhension de la maladie de Lyme. Donc vous voyez, c'est très très complexe. Les médecins avec une expérience de la maladie de Lyme ainsi que leurs patients doivent être entendus. Mais comme ils ont parfois des approches holistiques qui sont plus efficaces que les approches antibiotiques, eh ben on les écoute pas. On les laisse pas parler. Donc ils sont obligés, comme moi, de publier sur Amazon. Je suis désolé, regardez Susan Humphries, elle publie sur Amazon hein, aussi. Alors, et c'est pas la seule, hein, il y en a pas mal de médecins qui publient comme ça. Ces deux exemples résument le parcours du combattant de personnes atteintes de la maladie de Lyme. Ouh, 56 minutes. Vous voyez, c'est long. Hein. Alors, dans une société qui n'y croit pas suffisamment pour mener des recherches et trouver des solutions. Et c'est justement ce qui oppose une association de défense des personnes atteintes par la maladie de Lyme et un hôpital d'une célèbre ville de l'Est de la France que je connais très bien, où les pontes en médecine responsables du service concerné s'acharnent à utiliser des tests datant de plus de 30 ans pour reconnaître la maladie chez leurs patients en refusant d'accepter les nouveaux tests et des protocoles plus précis. Ça veut dire qu'ils sont à des années-lumière et il y a plein de patients qui ne sont pas soignés parce que leurs tests sont obsolètes. Le plus grave est que le professeur responsable de Lyme dans cette ville de l'Est de la France aurait été décoré, il aurait eu une décoration, et pourtant par rapport à ce que nous avons vu, ce n'est pas le titre qui fait la compétence. Et c'est le cas. Et c'est pour ça qu'il y a de fortes manifestations dans cet hôpital de patients qui se plaignent des mauvais soins qu'ils reçoivent. Car aujourd'hui, l'orgueil médical fait trop souvent des dégâts auprès de la population civile, d'où cette révolte citoyenne. Les médecins doivent savoir accepter qu'ils se trompent parfois, il n'y a pas de honte à se tromper. En refusant cette rédemption, ils s'enfoncent dans le mensonge, entraînant leurs victimes avec eux. Alors, une citation du docteur MacDonald, « Les vers et les agents pathogènes Borrelia peuvent provoquer des lésions cérébrales dévastatrices », a déclaré le docteur MacDonald. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'orgueil, on a juste le droit de soigner les gens. Les tests actuels, tels que les tests ELISA et Western Blot, ne permettent pas de détecter de manière adéquate la présence de la bactérie Borrelia. Selon le docteur MacDonald, sa découverte montre également que, bien que les patients soient déclarés à tort exempts de la maladie de Lyme et d'autres infections à tiques, ils contractent en réalité trop souvent de graves maladies neurodégénératives qui peuvent les tuer. Fermez les guillemets. À présent, pourquoi est-il si difficile de diagnostiquer un Lyme ? Eh bien, je crois que nous verrons ça demain dans une autre capsule parce qu'il est impossible de tout traiter maintenant. Loulou, tu as un petit commentaire ? Non. Rien ? J'ose rien Moi, dire. non, mais j'étais vraiment... C'est passionnant à chaque fois. Mais c'est tellement d'informations. Merci, ta Loulou. Ouais, il faut dire que tu as passé du temps. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Attentif, toujours. Nous vous saluons et nous vous disons sans doute à demain. Oui, tu vas les souffler toutes tes bougies, 113, 114. Dis-toi, je fais pas mon âge. Allez, on vous dit à plus tard. Au revoir. Merci. Salut à tous.